Bonjour, aujourd'hui la suite du chapitre précédent, on va toujours parler d'information numérique, mais cette fois-ci d'images numériques. Alors d'abord, une image numérique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une image numérique, vous en avez une devant les yeux. Qu'est-ce que vous voyez juste à ce niveau-là? Vous voyez des petits carrés. Ces petits carrés coloriés, c'est ça qu'on va appeler un pixel. Et c'est l'ensemble de ces pixels qui va donner une image et une image numérique. Donc, nous pouvons écrire la définition d'une image numérique. La plupart du temps, ces pixels, vous ne les voyez même pas. Ils sont tellement petits que votre œil ne va pas les percevoir. Ils sont à ce qu'on appelle la limite de résolution de notre œil. Ces pixels, c'est eux qui vont être responsables de la numérisation d'une image. C'est-à-dire que quand on prend une image avec un ancien type d'appareil photo qu'on appelait un appareil photo argentique, on avait une image qui était une image analogique. Là maintenant, aujourd'hui, nos appareils photo prennent des images numériques. C'est-à-dire qu'on va avoir un capteur qui va recevoir des informations et que ces informations vont être numérisées. Alors, de quoi va dépendre cette image numérique? Eh bien, elle va dépendre, exactement comme on a vu dans le chapitre précédent, de différents paramètres de codage. C'est-à-dire qu'on va avoir une résolution, on va avoir un codage sur plusieurs couleurs, sur 8 bits, sur 24 bits, soit en niveau de gris, soit en niveau de couleur. On va pouvoir compresser ces images. Voyons donc les caractéristiques d'une image numérique. Alors, si on regarde la première image numérique qui se trouve ici, donc on voit déjà que c'est une image en noir et blanc. Donc on va avoir uniquement pour chaque pixel soit du blanc, soit du noir, c'est-à-dire uniquement deux combinaisons possibles. Donc cette image, on vous demande ici quelles sont ses dimensions. Quand on parle de dimension de l'image en pixels, on va compter tout simplement combien il y a de petits carrés à l'intérieur de cette image. Donc cette image est un carré de côté 8 pixels et par 8 pixels. Donc les dimensions de l'image, ça va être du 8 x 8. Donc, combien de pixels contient-elle au total? Eh bien, forcément, 64 pixels. Combien de couleurs différentes permettent-elles de décrire cette image? On a besoin uniquement de deux couleurs, puisque ici, on a une image en noir et blanc. Chaque pixel va donc prendre soit la valeur 0, soit la valeur 1. Donc, ça veut dire qu'on a deux possibilités. Donc 2 possibilités, c'est la même chose que 2 puissance 1. Donc ça veut dire que je réalise un codage sur 1 bit. Alors regardons maintenant l'image suivante qui est en couleur. On a rajouté la bouche en rouge, les yeux en bleu, les cheveux en jaune. Donc cette fois-ci, on a besoin dans tous 5 couleurs. Le rouge, le bleu, le jaune, le blanc et le noir. Donc 5 couleurs, ça veut dire que nos caractères doivent prendre 5 possibilités différentes. 5 possibilités, ça ne correspond pas à un codage que l'on connaît, puisqu'on connaît donc 2 puissance 1, ça nous a donné 2 valeurs. Ça ne nous suffit pas. Si je mets 2 puissance 2, ça me donne 4 valeurs. Ça ne me suffit pas non plus, il m'en faut 5. Si je mets 2 puissance 3, là, ça me donne 8 valeurs. Ça me suffit puisque moi, il m'en faut 5. Donc, on va avoir obligatoirement un codage sur 3 bits. Il y a une partie des caractères qui ne sera pas utilisée, c'est-à-dire que sur les 8 valeurs, je vais en utiliser que 5. Ce qui signifie que si on a une image prise par un appareil photo numérique qui a pour dimension 4000 x 3000 pixels et que l'on code sur 24 bits, eh bien on va pouvoir calculer quel est le nombre de pixels que contient l'image et combien de nuances de couleurs va contenir cette image. Donc pour calculer le nombre de pixels, on va tout simplement multiplier, comme on l'a fait tout à l'heure, le nombre de pixels en largeur fois le nombre de pixels en longueur.
ce qui va nous donner donc 4000 fois 3000, ce qui correspond à 12 fois 10 puissance 6 pixels. La plupart du temps, on va utiliser une autre unité puisqu'on va utiliser les mégapixels. Parce que 12 fois 10 puissance 6 pixels, c'est la même chose que 12 millions de pixels. Donc, on dira que c'est 12 mégapixels. Donc, combien de nuances de couleurs va pouvoir contenir cette image ? Eh bien, puisqu'on a fait un codage en 24 bits, ça veut dire qu'on a 2 exposant 24 possibilités, ce qui nous donne 16,8 fois 10 puissance 6 couleurs, donc c'est-à-dire 16,8 millions de couleurs. Donc on retiendra que les caractéristiques principales d'une image numérique sont sa largeur et sa hauteur qui s'expriment en pixels, le nombre total de pixels, le nombre de couleurs que peut prendre chaque pixel, c'est-à-dire son codage. Donc revenons sur le codage d'une image numérique de manière un peu plus approfondie. Si je réalise un codage sur un bit, c'est-à-dire que chaque pixel va correspondre à un bit, eh bien à ce moment-là, je vais obtenir uniquement 2 couleurs. Donc ça veut dire que j'ai une image en noir et blanc. Si maintenant je réalise un codage sur 2 bits, alors je vais utiliser 2 exposant 2 couleurs, c'est-à-dire 4 couleurs. Alors on vous a donné ici un tableau de nombres binaires qui correspond à une image de 64 pixels. Et on lui a associé un dictionnaire, c'est-à-dire un tableau qui va permettre de convertir ce code binaire en couleurs et également en code décimal. Donc je vous invite à essayer de retrouver à quoi ressemble l'image en utilisant ce code, puis ensuite regarder la correction. Vous voyez donc apparaître un arbre avec une petite maison dans la pelouse. Alors, on a associé une couleur à un code binaire et on veut également trouver quel est le code décimal que ça correspond. Vous savez que pour déterminer le code décimal, on utilise la relation que l'on a vue précédemment entre les bits et le système décimal. Donc ici, si j'ai le code binaire 0, 0, eh bien ça veut dire que j'ai 0 multiplié par 2 puissance 1 plus 0 fois 2 puissance 0, ce qui va me donner 0. Ensuite, là, j'ai 0 fois 2 puissance 1 plus 1 fois 2 puissance 1, ce qui va me donner 1. Le suivant, on va avoir 1 fois 2 puissance 1 plus 0 fois 2 puissance 0, ce qui fait 2. Et la dernière combinaison qui est associée au blanc va être égale à 1 fois 2 puissance 1 plus 1 fois 2 puissance 0, ce qui fait 3. On a converti un code binaire en code décimal. Et la plupart du temps, c'est ce code décimal que l'on va utiliser. Parce qu'en fait, sur 2 bits, ça va, on n'a que 2 caractères. Un 0 avec un autre 0 ou avec un 1. Mais si j'utilisais des octets, vous imaginez bien des octets où on va avoir 8 bits. C'est-à-dire que là, dans ma petite case, je ne vais pas avoir 2 caractères, mais je vais en avoir 8. Ce qui est beaucoup trop compliqué à écrire. On va donc associer des tableaux en décimales. Bien évidemment, lui, l'ordinateur utilisera des octets. Regardons donc maintenant le codage d'une image en niveau de gris sur 8 bits. Donc, si nous sommes sur 8 bits, ça veut dire qu'on va avoir 2 fois 10 puissance 8 possibilités, c'est-à-dire 256 couleurs possibles. Comme on associe le 0 au noir et le blanc va avoir 255 pour valeur
Et bien à ce moment-là, plus le gris sera foncé, plus la valeur associée sera faible. Alors attention, pourquoi est-ce que je parle de la valeur 255 alors que je viens de dire ici qu'il y a 256 valeurs? Bien, parce qu'au total, il y a 256 valeurs. De 0 jusqu'à 255, ça fait 256 valeurs parce que le 0 va compter comme une valeur et comme une couleur. Donc là, on vous demande d'associer à chaque image un tableau exprimé en décimales. Essayez de le faire et ensuite regardez la correction. Vous avez dû associer au tableau 1 l'image D, car tout simplement vous avez repéré la valeur 255 qui correspond au blanc. Ensuite, le tableau 2 va correspondre à l'image A. Vous avez reconnu ici le noir. Et vous avez vu ici qu'il y avait du noir et en dessous il y avait du blanc. C'était forcément le A. Le C va correspondre au numéro 3 puisque vous avez reconnu une valeur intermédiaire ici qui va donc forcément correspondre à du gris. Et le numéro 4 va être le B. Mais la plupart du temps, nos images ne sont pas en noir et blanc, mais en couleur. Revenons un peu sur la synthèse additive des couleurs. Les couleurs sont perçues par notre cerveau lorsqu'il va recevoir des informations qui proviennent donc de différentes sources lumineuses. Notre cerveau va recevoir ces informations par l'intermédiaire du nerf optique qui est connecté à la rétine, c'est-à-dire le fond de notre œil qui est tapissé de capteurs photosensibles. Ce sont ces capteurs photosensibles qui vont recevoir les photons qui vont être associés à une longueur d'onde. Si on fait apparaître de la lumière qui se trouve là, de la lumière rouge, eh bien les photons vont arriver porteurs de cette énergie-là sur notre rétine et notre cerveau va percevoir du rouge. Même chose avec les autres couleurs, si c'est du vert ou si c'est du bleu. Si par contre on allume à la fois du vert, du bleu et du rouge, eh bien notre cerveau va réaliser ce qu'on appelle la synthèse additive des couleurs, c'est-à-dire qu'il va percevoir du blanc, alors qu'il ne reçoit pas de photons blancs. Il reçoit des photons rouges, des photons verts et des photons bleus. On parle de synthèse additive et ces couleurs, rouge, vert, bleu, constituent ce qu'on appelle les couleurs primaires. Là, le curseur qui se trouve ici va nous indiquer ce qu'on appelle l'intensité d'une lumière. Cette intensité va être désignée en pourcentage. Plus l'intensité est élevée, plus le pourcentage est élevé, plus la couleur va être intense. On le voit très bien ici avec le rouge. Là, j'ai un rouge qui est très intense, alors que si je baisse l'intensité, eh bien tout simplement ça veut dire qu'il y a moins de photons qui vont arriver sur mon œil et à ce moment-là, j'ai une couleur qui va être moins intense. Et c'est en jouant sur ces différentes intensités qu'on va réussir à produire toutes les nuances de couleurs qui nous intéressent. Vous voyez, là, je passe du rouge jusqu'à l'orangé pour arriver jusqu'à du jaune. Si je rajoute du bleu, eh bien je n'ai pas du blanc directement puisque les couleurs ici, les lumières n'ont pas toutes la même intensité, mais progressivement je vais arriver au blanc en passant par toutes des nuances de jaune. Pour avoir du blanc, il faut donc que toutes les intensités, tous les pourcentages soient à 100%. Si je veux avoir de l'orangé, il ne faut pas qu'il y ait du bleu et il faut que le vert soit à peu près au milieu à 50%. Si je veux avoir du rose, dans ce cas-là, je vais rajouter du bleu par-dessus en gardant le vert à une intensité à peu près moyenne et vous voyez que j'ai un rose qui va être plus ou moins fuchsia, plus ou moins magenta suivant les intensités de vert utilisées.
c'est ce que l'on peut noter maintenant. Quand on réalise un codage RVB 24 bits, il s'agit en fait d'un codage 8 bits, mais par couche. C'est-à-dire que sur chaque pixel, on va avoir une valeur qui va correspondre au rouge, une au verte et une au bleu. Et donc chaque pixel va contenir 3 couleurs primaires et chacune de ces couleurs va être codée en 8 bits, c'est-à-dire en 256 valeurs. Donc si on a un pixel bleu d'une image, eh bien il aura comme code pour le rouge 0, pour le vert 0 et pour le bleu 255, puisque c'est le bleu qui aura une intensité qui est maximale. Donc ça veut dire qu'au final, chaque couleur va avoir un codage 8 bits, donc va avoir 2 exposant 8, c'est-à-dire 256 nuances. Donc au final, si chaque pixel va avoir 256 nuances de rouge, 256 de vert et 256 de bleu, eh bien au total, on va avoir 256 fois 256 fois 256 couleurs, ce qui fait 16,8 millions de couleurs. Vous avez vu que c'était exactement le même résultat en 24 bits qu'on avait vu tout à l'heure. Entraînez-vous en mettant en pause à compléter le tableau ci-dessous. Donc en reprenant ce qu'on avait vu précédemment, si j'ai du rouge, ça veut dire que le pixel rouge est à son intensité maximale, c'est-à-dire 255. Les autres sont éteints, donc 0 et 0. Pareil pour le vert, mais c'est le pixel vert. Pareil pour le bleu, c'est le pixel bleu. Si on a du blanc, ils sont tous à leur intensité maximale. Du noir, tous minimales. Le orange, c'est le rouge qui est au maximum. Le vert à 50% et le bleu est éteint. Le rose, comme nous l'avions vu tout à l'heure, le rouge à 100%, le vert 50% et le bleu 100%. Nous allons voir que toutes ces informations prennent beaucoup de place. Donc par exemple, si j'ai un codage 8 bits, donc c'est-à-dire un octet, nous allons calculer le nombre d'octets présents dans une image de 12 mégapixels qui est en résolution 4000 x 3000. Donc si on a un octet par couleur primaire, ça veut dire que chaque pixel va avoir un format de 3 octets. En une résolution de 4000 x 3000, notre image contient 12 millions de pixels. On va donc avoir 12 fois 10 puissance 6 multiplié par 3, puisqu'il y a 3 octets pour chaque pixel, ce qui va nous donner 36 fois 10 puissance 6, c'est-à-dire 36 mégaoctets. Par contre, si on regarde la taille des fichiers sur une carte mémoire d'ordinateur ou une clé USB, eh bien on se rend compte que cette image-là n'aura réellement un poids que de 3 mégaoctets. Tout simplement, pourquoi ? Eh bien parce que l'image a été compressée. C'est pour ça qu'au niveau des noms des fichiers, vous avez toujours une extension qui va vous indiquer le format de compression. Donc par exemple, JPEG est un format de compression. Alors comment ça marche ? Eh bien tout simplement, l'ordinateur va effectuer des comparaisons avec les pixels d'à côté. C'est-à-dire il va y avoir un pixel de référence et les autres vont être codés par rapport à celui-là et pas par rapport à 0. Bien évidemment, le principal problème de ce type d'images qu'on appelle également des images matricielles sont que quand on réalise un agrandissement d'une image numérique, eh bien, on va voir apparaître les pixels. C'est le phénomène de pixelisation, comme je vous l'ai montré au début de ce cours. La principale solution au problème de pixelisation va être l'image numérique vectorielle. Alors, c'est un type d'image qu'on va utiliser la plupart du temps pour les logos, par exemple, qu'on veut pouvoir agrandir pour les projeter, pour pouvoir les imprimer sur différentes surfaces.
sans voir apparaître les pixels. Et à ce moment-là, on va définir une image, non pas par des pixels, mais comme étant des figures géométriques que l'on va traduire par rapport à leurs propriétés mathématiques. Et je vous montre tout de suite ici un exemple d'image vectorielle. Vous voyez que je les agrandis et en les agrandissant, eh bien, je ne vois pas apparaître les pixels, même si je me mets sur le bord. Tout simplement parce que mon ordinateur, ma tablette, va recalculer à chaque fois par rapport à son écran quelle doit être la couleur qui va être affichée. Bien évidemment, la plupart des images ne peuvent pas être de type vectoriel. Pour pouvoir les agrandir, on se débrouillera juste en utilisant un format de compression qui ne va pas faire perdre trop d'informations et en utilisant un appareil photo qui a un capteur avec une résolution suffisante.